Une enquête est ouverte pour démanteler le réseau. 72 heures de grève sont décrétées par l'entente sudiste UNTJ qui réclame l'application des accords de 2018 avec l'État, des accords qui concernent entre autres leur hiérarchisation. Ils exigent des négociations avec le Premier ministre. Cela au moment où le collectif des agents de l'administration sénégalaise monte au créneau et exige le paiement immédiat de leur indemnité de logement actée dans la loi des finances rectificatives 2025. En route vers le Grand Magal de Touba, ce dimanche marque le premier jour de Safar. Des ateliers sur le parcours du Cheikh sont tenus en Mauritanie par le Daïra de Sarsara, alors qu'à la grande mosquée de Massalikul Jinan, des rencontres de mise à niveau sur l'organisation du Magal sont tenues. Le cinéaste Mamadou Dia, parmi les 534 nouveaux membres de l'Académie des arts et sciences du cinéma des États-Unis, une organisation qui décerne la prestigieuse Oscar du 7e art. Et puis Jackson Jr. s'impose face à Bombardier. Le double roi des arènes annonce sa retraite pour se consacrer désormais aux arts martiaux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Saisie de drogue à Hambourg par la brigade régionale des stupéfiants de Thiès, 7 colis de chanvre indien d'un poids total de 196 kg saisis à la plage de Maling. Les individus non identifiés ont pris la fuite à l'arrivée des agents. Une enquête a été ouverte pour démanteler le réseau impliqué. Et nous vous le disions en titre, l'entente sudiste UNTJ décrète une grève de 72 heures les 28, 29 et 30 juillet 2025. Les syndicats exigent le respect des accords conclus avec le gouvernement en 2018, entre autres l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2 sans formation préalable. Ils exigent des négociations de haut niveau pour une prise en charge crédible de leurs revendications. Voici Maître Mamadou Ndiaye, chargé de communication de l'entente des travailleurs de la justice. L'entente sudiste UNTJ a décrété 3 jours de grève, marquant symboliquement le 40e jour. 40 jours de mépris de l'autorité, 40 jours d'intimidation des travailleurs de la justice, 40 jours d'indifférence face à la détresse des Sénégalais. Chers compatriotes, ce problème n'a de raison que les 2 ministères concernés, le ministre de la fonction publique et le ministre de la justice. Mesurant la gravité de l'heure, l'entente se situe du côté de la solution et invite autour de la table des négociations Monsieur le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, le ministre de la justice et le ministre des Finances pour un règlement imminent et définitif de ce problème au grand bénéfice des Sénégalais et au grand bénéfice des travailleurs de la justice. Toujours sur le front social, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise monte au créneau. Il réclame le paiement immédiat de l'indemnité de logement actée dans la loi des finances rectificatives 2025, une mesure qui concerne 16 000 agents. Le CIAS demande une émission spéciale avant le 5 août prochain et exige la publication du plan de mise en œuvre ainsi que la composition du comité de suivi autour du Premier ministre Ousmane Sonko. Voici Omar Dramé, le secrétaire général du collectif. Le 28 juin 2025, l'Assemblée nationale avait voté et adopté le projet de loi de finances rectificative de 2025. Cette LFR a vu prendre en charge l'une de nos principales revendications inscrites dans le pacte de stabilité sociale pour un développement inclusif et durable, à savoir la généralisation de l'indemnité de logement pour les 16 000 travailleurs de la fonction publique qui n'en disposaient pas. Cette loi a été promulguée par le président de la République et publiée dans le journal officiel le 10 juillet 2025. Et nous attendions avec impatience après la promulgation de la loi qui devrait faire l'objet d'un effet immédiat pour la mise en solde de cette indemnité de logement.
Malheureusement, après avoir reçu nos bulletins de salaire de ce mois, nous sommes rendus compte que cette indemnité n'a pas fait l'objet d'une prise en charge. C'est pourquoi nous interpellons l'État du Sénégal de procéder immédiatement à sa mise en solde à travers une émission spéciale avant le 5 août 2025 pour le bonheur de tous les travailleurs. Toujours sur le front social en ébullition à Mbao, la grogne monte au sein du conseil municipal. Plusieurs conseillers fustigent la gestion du maire avec un budget communal en baisse alors que les besoins des populations ne cessent de croître. Assainissement, sécurité et éclairage public. Voici El Hadj Mamadou Cissé, leur porte-parole au micro de Abdoulaye Patéane. L'éclairage, c'est une priorité de sécurité, mais elle est négligée à Mbao. Sur l'éducation, en bas, ce sont les parents d'élèves et les jeunes qui refont les écoles pendant que les promesses éducatives s'effondrent. Chaque année, 43 millions sont alloués à l'éducation et pourtant, les écoles restent dans un état lamentable. Les toilettes sont insalubres. Les parents doivent cotiser pour effectuer des réparations de base. C'est un échec total de la politique éducative communale. La promesse oubliée de la digitalisation de l'état civil. 3 ans après l'élection, l'état civil est toujours en papier. Sur le cannibalisme foncier en bas. Aujourd'hui, la commune n'a plus d'espace. Et il est impératif de récupérer tous les espaces détournés appartenant à la commune. Retour sur la marche de mobilisation hier samedi pour la libération de Farba Ngom. Des milliers de manifestants ont battu le macadam à travers les rues de Ourossogui pour une seule exigence, la liberté du député maire de Agnam dont l'état de santé annoncé inquiète plus d'un compte rendu. Andy Bandel Nyan. C'est une grande mobilisation des apéristes de Matam qui exige la libération de Farba Ngom. Venus de toutes les zones, du Dandemayo au Djeri, des milliers de manifestants arborant des brassards rouges ont battu le macadam dans les villes de Ourossogui. Je n'ai que satisfaction et la joie qui n'a pas de limite et dire merci à toute la population du Fouta, mais plus particulièrement la diaspora sénégalaise. Tout ce qui est dépensé aujourd'hui dans cette journée, de cette bouteille d'eau, de ce qu'on a pris du repas, déplacement des militants, du transport, les t-shirts, les écharpes, tout a été dépensé par la diaspora sénégalaise de 10 fils du Fouta qui sont d'ailleurs en France, en Belgique, l'Espagne, au Gabon, Côte d'Ivoire, partout dans l'Afrique et surtout nos commerçants qui sont au niveau du marché HLM et marché de Guédiawaye. Cet après-midi, nous lançons un message solennel à son excellence le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le chef du gouvernement, le premier ministre du Sénégal, qui s'appelle Ousmane Sonko, le président du PASTEF, pour demander solennellement un relâchement le plus rapidement possible à notre digne fils qui s'appelle l'honorable député M. Farba. De la délégation du secrétariat exécutif national de la PR, le chroniqueur Amadou Fall laisse exploser son amertume. Nous avons vu que la population du Fouta s'est mobilisée comme un seul homme pour la libération de leur leader. Comme un seul s'est levé. Au nom des cadres de la région de Matam, Aloussé Ndiaye, le maire de Wodobéré, estime que le message sera bien compris par les autorités. Le message aurait été que Farba est malade, attesté par une analyse médicale. Donc on demande pour que la Constitution soit respectée, d'être libéré sur le dossier médical. Ordonné par l'ancien ministre, maître Moussa Bokar Thiam. Réfectionner Yeumbeul Nord, c'est l'objectif visé par le maire de la commune. Un nouveau projet dénommé Yessal sera mis en branle pour restaurer toutes les structures sanitaires et des établissements scolaires. Des équipements d'une valeur de 900 millions de nos francs sont déjà disponibles selon l'édile de la ville, Babacar Ndao, au micro de Aminata Ba et Ousmane Baldé. Au centre de santé de Yeumbeul pour lancer officiellement un projet intitulé le projet Yessal. Comme vous le savez, le 15 juillet passé, 2025, j'ai signé une convention avec une fondation basée aux États-Unis et au Sénégal, dirigée par notre frère Mohamed Diop, avec ses collaborateurs qui sont là,
nous avons signé une convention dans laquelle il est stipulé de rénover et d'équiper les structures de santé de la commune de Yeumbeul-Nord. Ça, c'est la première phase. Nous y sommes, ce que nous lançons aujourd'hui. Il y a plusieurs phases dans cette convention. Et dans cette première phase, nous devons équiper tout le centre de santé et les 5 postes de santé qui sont dans la commune. Et cette convention et cette première phase s'inscrit sur la livraison de 2 conteneurs. Un premier conteneur de 450 millions et un deuxième conteneur de 450 millions. Les 2 conteneurs font 900 millions composés de matériel et d'intrants. Et aujourd'hui, nous sommes là. Avant la réception du matériel, on doit rénover l'hôpital, vraiment le rendre un peu plus joli, plus accueillant et vraiment remettre toutes les installations en place. Autre fait marquant l'actualité, la rencontre des tailleurs du Sénégal à Bombay. Ils ont fait un plaidoyer pour leur implication dans les commandes publiques. S'y ajoutent des problèmes de financement et de formalisation. C'est un compte-rendu de l'Assemblée générale signé Babacar Diouf Nongondiaye. Réunis au Centre départemental d'éducation populaire et sportive, CEDEPS de Bombay, les tailleurs du Sénégal ont exprimé leur volonté de jouer un rôle plus important dans l'économie nationale. À travers cette rencontre, ils ont lancé un appel solennel à l'État pour bénéficier d'une part significative dans la commande publique, notamment dans la confection des tenues administratives et scolaires. Nous avons eu énormément d'expérience par rapport à la commande nationale. Les masques sont passés par là, les tenues scolaires sont passées aussi par là, et jamais nous n'avons eu de difficultés pour satisfaire la commande. Les professionnels de l'habillement ont également dressé un tableau des nombreuses difficultés qui freinent le développement de leur secteur. Nous avons des difficultés par rapport au financement, par rapport à la formalisation et par rapport à la formation. Les nouvelles autorités doivent nous appuyer pour que nous puissions disposer de tous les papiers légaux pour nous permettre d'aller voyager et vendre nos produits ailleurs. Au terme de cette rencontre, les participants ont procédé à l'installation de la nouvelle présidente du collectif départemental, Mme Soukey Dioum. Mon objectif, c'est de faire bénéficier tous les tailleurs de Bombay des bienfaits de la FENAF. Tout fils de Bombay doit bénéficier des formations. Un portrait dans ce journal, il s'agit de Djeneba Sidibé, une vie dédiée à l'élevage et à l'autonomisation des femmes. Honorée par ses pairs, le Directoire national des femmes en élevage a rendu un vibrant hommage à sa leader en présence des ministres de l'élevage et de l'éducation nationale et de plusieurs autres personnalités. C'est un reportage signé Al-Hassan Ba Modou Diop qui ont assisté à la cérémonie. C'est plus de 20 ans d'engagement et de sacrifice en faveur de l'élevage, de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes qui sont aujourd'hui récompensées. Le Directoire national des femmes en élevage rend un vibrant hommage à sa présidente Hadja Djeneba Sidibé. Cette dernière, touchée par ce geste, a dédié cette distinction à toutes les femmes éleveuses qui luttent quotidiennement pour la dignité féminine. Cette reconnaissance, je ne reçois pas pour une seule fois. Je la dédie à toutes ces femmes silencieuses qui, dès l'aube, portent leur calebasse, traient le lait, soignent le bétail, cultivent, éduquent et se battent pour la dignité de la famille. C'est le courage, la ténacité, leur foi ont écrit cette page. Le DINFEL, qui compte plus de 50 000 membres à ce jour, a à son actif de nombreuses réalisations concrètes. La présidente, convaincue que la souveraineté alimentaire est impossible sans la participation active des femmes, continue d'encourager et de soutenir les coopératives. Nous voulons bâtir un Sénégal où chaque femme rurale aurait accès à la terre, aux ressources, au marché et à la formation. Un Sénégal où l'immigration clandestine reculera parce que nos jeunes trouveront des opportunités dans nos terroirs. Un Sénégal des coopératives communales, les calebasses de solidarité, les champs-écoles deviendront des modèles d'autonomisation économique transformatrice du social. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités remarquées
dont les ministres de l'élevage et de l'éducation nationale. Ces derniers ont salué Haja Dieynaba Sidibé un modèle à suivre. Cette reconnaissance est le fruit de son travail. Elle a été honorée aujourd'hui non pas grâce à sa richesse ou ses études universitaires, mais parce qu'elle a su faire preuve de dignité, de courage et d'une grande sensibilité envers la cause de ces populations. Déjà décorée de l'Ordre national du Lion en 2013, Haja Dieynaba Sidibé vient d'être honorée une fois de plus. Ce sargal n'est pas qu'une simple distinction, il marque une nouvelle étape dans la vie d'une femme qui incarne la résilience, l'esprit entrepreneurial et une capacité inspirante à mener le changement. Son leadership continue d'être une source d'inspiration pour le développement durable du pays. Alassane Ba, merci. Et nous restons dans ce registre agro-silvo-pastoral à Fatick. L'ONG AgriSud International a délimité 70 km de parcours de bétail dans 3 communes de la région. C'est dans le cadre de l'entente interdépartementale entre Fatick, Diourbel et la Nouvelle-Aquitaine. Objectif, lutter contre les conflits souvent mortels qui opposent éleveurs et agriculteurs. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. En période d'hivernage, les autorités administratives et municipales du département de Gossas sont en permanence sur le qui-vive. Les altercations, souvent mortelles, entre éleveurs et agriculteurs sont fréquentes dans cette zone agro-silvo-pastorale de la région de Fatick. C'est des conflits qui arrivent juste au niveau du tribunal. Parfois, c'est des conflits mortels, parce que vous avez le paysan qui n'a rien que son champ. Donc si aujourd'hui tu mets ton troupeau à l'intérieur, il n'hésite pas même à ôter ta vie. Donc parce que c'est un vrai conflit. L'ONG AgriSud s'engage à lutter contre les conflits entre bergers et producteurs. Des parcours de bétail ont été aménagés dans 3 communes de la région de Fatick, Wadjour, Diagane Barka et Thiaré Ndialgui. À 30 km pour la commune de Diagane Barka, 20 km pour Wadjour et 20 km pour Thiaré Ndialgui, ce qui fait 70 km de parcours de bétail. Le montant financier pour cette année s'élève à peu près à 50 000 €. L'objectif visé à travers ce parcours, c'est de réduire drastiquement les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Des réunions ont été tenues avant l'hivernage aux fins de prévenir ces conflits. On a tenu un CLD au cours duquel il a été rappelé les dispositions réglementaires qui organisent les parcours de bétail. Pour la phase pilote, AgriSud est intervenu dans les communes qui ont un plan d'occupation et d'affectation des sols. Nous savons qu'en réalisant les POS, il a été défini des zones de parcours, il a été défini des zones de pâturage, mais bien une bonne occupation de l'espace. Et ce qui fait que par exemple AgriSud a été mené à travers aussi l'appui de l'ARD de pouvoir bien définir ces zones de parcours. Chaque commune a essayé de dresser 2 fiches d'actions sur lesquelles on devait travailler. Et une des fiches d'actions s'est portée sur le pastoralisme, notamment donc comment matérialiser les zones de parcours, ce qui nous a amené aujourd'hui à réaliser ces zones de parcours. Ici, la commune, c'est une commune à vocation agricole et le pastoralisme aussi est un peu développé ici dans cette commune. Parfois, les agriculteurs sont en même temps les éleveurs, raison pour laquelle ça a été un peu facile quand même. Il y avait des réticences, mais d'après les explications, parce qu'il y avait des réunions au niveau de chaque zone, on a convié l'ensemble des chefs de village, les groupements féminins, les MDE et l'ensemble des populations pour les expliquer avec l'approche qu'on a utilisée. Donc on a réussi quand même à convaincre tout le monde. Ce projet de réalisation de parcours de bétail est mis en œuvre dans le cadre de l'entente interdépartementale entre les régions de Fatick, de Diourbel et de la Nouvelle-Aquitaine en France. À jour J, mois 17 du GMT Grand Magal de Touba, retracer le parcours du Cheikh Ahmadou Bamba et l'urbanisation de la ville de Sarsara en Mauritanie, c'est le défi du Daïra de Sarsara Jannatul Liman. Les talibés se sont prononcés lors de la journée de collecte de fonds pour un forage à Sarsara. Voici Serigne Bassirou Ibn Serigne Mountakha Mbacké Bassirou au micro de Pape Balagay et Tala Samb. Aujourd'hui, le khalife général de Mouride, Cheikh Mamadou Mohamed Mountakha Bassir Khadim Rassoul a désigné son fils avec son frère Seigne Sidi Mourtala pour piloter cette ville, la ville de Sarsara. Maintenant, tout aurait pu se faire avec la participation unique de Mbacké Mbacké, parce que 25 millions franchement pour le puits, parce qu'à Sarsara il n'y a pas d'eau, c'est un vaste désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de toilette. Alors que
la ville revêt une importance capitale et fondamentale parce que le wird que nous avons, le wird Mahouz, le wird Mourid, c'est là-bas que Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba l'a reçu. Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en direct. Et c'est un lieu qu'il faut visiter parce que c'est un sable qui sent jusqu'à présent le musc. C'est un sable qui s'est fait beaucoup de choses, mais c'est un sable aussi qui est tout blanc. Maintenant, la réalité, c'est qu'on va commencer par un puits, mais il faudra aller vers un schéma d'urbanisme de cette ville. Il faudrait que l'ensemble des Sénégalais, des Mourides, puissent venir commencer à prendre les dimensions nécessaires vraiment pour vivre à Sarsara. Avoir donc de l'eau d'abord, parce que Seigne Touba en a parlé dans Hamdi wa Choukri. Quiconque viendrait me rendre visite à Sarsara serait pardonné de l'ensemble de ses péchés. Mais au-delà de ça, il faut vivre à Sarsara, il faut y habiter. Il y a déjà un magal et il y a beaucoup de choses à compter. De Sarsara, nous partons à Massalikul Djinan en prélude au Grand Magal. Des activités se sont déroulées par Mourides professionnels en collaboration avec le comité d'organisation du Grand Magal. 3 axes prioritaires ont été dégagés dans la mobilité, la sécurité et la stratégie économique autour de l'événement. Voici Alioune Ndiaye, il est le président du comité de pilotage des ateliers au micro de Alioune Ndiaye. Des ateliers qui a pour objectif de regrouper l'ensemble des experts de leur domaine à travers des thématiques, à travers des problématiques bien déterminées pour, à la sortie de ces ateliers, proposer des solutions. Le premier thème aujourd'hui va traiter de l'impact économique et financier du Grand Magal de Touba. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la grande partie des retombées financières du Grand Magal de Touba ne profite pas à Touba, ne profite pas aussi à la Mouridia. L'idée, c'est de voir maintenant aujourd'hui comment on peut élaborer des stratégies qui nous permettront aujourd'hui de faire bénéficier ces retombées-là à la ville sainte de Touba, à la Mouridia, mais aussi à la population de Touba. Le deuxième thème va traiter des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on est plein dans la digitalisation avec l'avènement de l'IA et des télécommunications. L'idée, c'est de voir maintenant comment on peut réinventer l'expérience des pèlerins, des entreprises aujourd'hui qui sont engagées au niveau du Magal grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le troisième thème, c'est un thème qu'on avait déjà abordé l'année dernière, mais vu l'importance, on a jugé nécessaire de le ramener cette année. C'est le thème du transport. Aujourd'hui, en termes de mobilité, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour assurer une mobilité, un transport fluide et sécurisé pour les pèlerins? La 37e édition de Bamba Day est prévue aux États-Unis ce 29 juillet. Serigne Mamor Mbacké effectue en ce moment même une tournée dans les villes du pays de l'Oncle Sam. Après Baltimore, il a été reçu à Washington et au département d'État américain. Le petit-fils de Serigne Touba a livré des messages forts aux talibés, comme nous l'explique Pape Faragning. Pour permettre aux talibés mourides et musulmans de ne pas oublier leur religion, Serigne Mamor Mbacké est actuellement aux États-Unis en prélude au Bamba Day. Il initie des rencontres. Après New York, il était à Baltimore. Le Saint-Homme nous souhaite que de la réussite. À chaque fois, il nous rappelle de suivre le bon chemin. C'est un exemple pour nous tous. Même hier, j'en ai parlé avec des gens. Ensuite, il a visité Kër Serigne Touba à Washington DC. Dans toutes ces maisons, une place est réservée à une mosquée où il a toujours dirigé les prières et délivrant des messages forts. Et si tout le monde se donnait la main pour travailler, nous allons réussir sans problème ce projet. Je vois tous vos efforts et c'est important pour la confrérie, surtout ici aux États-Unis. Il faut seulement de la volonté pour réaliser tous ces projets entamés. Auparavant, Serigne Mamor Mbacké avait été reçu chaleureusement au département d'État américain. Le Saint-Homme, après ces 2 visites, prépare le Bamba Day prévu ce lundi dans les rues de New York où seront récités les Hassidas de Serigne Touba.
Farning, promouvoir le savoir islamique à travers des hadiths. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains a organisé la 2e édition du récital. 14 élèves y ont pris part, dont une fille. 3 candidats ont été retenus pour représenter le Sénégal au prochain concours sous-régional prévu au Maroc. Voici Mohamed Mbaké Diouf, il est membre de la commission au micro de Ahmadouba. On est à la 2e édition de ce concours qui vise à promouvoir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la 2e source pour la jurisprudence islamique après le Coran. Donc la Fondation Mohamed VI des oulémas africains vise à promouvoir al-hadith an-nabawi sharif. On est là dans ce cadre aujourd'hui. Donc il y avait des candidats qui venaient de toutes les zawayas du Sénégal. Donc, toutes les confréries du Sénégal, toutes les grandes écoles soufis du Sénégal sont représentées ici aujourd'hui dans le cadre de ce concours. Après des présélections ou des éliminatoires locales, on est venu ici avec 14 candidats qui étaient en compétition, qui représentaient 3 sections de ce concours. Donc, chaque section, il y a un candidat qui sort qui va représenter le Sénégal au Maroc ou ailleurs en Afrique pour les phases finales. Une note de diplomatie dans ce journal. Les 2 bureaux exécutifs des 2 sections de l'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise ont tenu une rencontre à Saint-Louis. Les 2 organisations de la société civile du Sénégal et de la Mauritanie veulent sauvegarder des liens historiques des 2 pays. Ousseynou Diop, Habib Seck, reportage. Les sections de l'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise unissent leurs forces pour sauvegarder les liens historiques entre les 2 pays frères. Elles ont tenu une rencontre conjointe à Saint-Louis pour discuter des plans d'action à mettre en place pour sauvegarder ces liens historiques. Il y a une complémentarité sectorielle dans l'agriculture entre les 2 peuples. Le Sénégal vend beaucoup de riz en Mauritanie, la Mauritanie vend beaucoup de bétail au Sénégal. Mais nous pouvons nous entendre pour organiser la durabilité de cet acquis-là. Ces 2 bureaux de la société civile comptent également discuter avec les autorités des 2 pays pour une meilleure prise en charge des doléances des communautés. Sur le plan sectoriel, une priorité est donnée au partage des ressources des hydrocarbures situés à la frontière des 2 pays. La pêche, parce que vous savez qu'il y a des pêcheurs qui ont été, dit-on, lésés par l'exploitation du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qu'il faut faire de part et d'autre du fleuve pour les remettre dans des conditions optimales de vie? Pour la partie mauritanienne, les relations entre ces 2 pays frères doivent être solides. Comme vous le savez, il n'y a même pas de frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Et nous, on est là pour renfermer davantage ces relations et les rendre encore plus solides, dans les pouvoirs publics, dans cette noble mission. Ces 2 sections sont déterminées à contribuer davantage à la consolidation des liens historiques entre Dakar et Nouakchott. Une rencontre est prévue au mois de novembre pour mettre en place d'autres stratégies. Nous vous le disions en titre, l'Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis vient de dévoiler ses 534 nouveaux membres, parmi lesquels figure le cinéaste sénégalais Mamadou Dia. Comme vous pouvez le voir à travers votre petit écran, cette organisation américaine fondée en 1927 regroupe des personnalités du cinéma mondial et surtout connue pour décerner des Oscars, récompenses les plus prestigieuses du 7e art. Bravo à Mamadou Dia. L'actualité hors de chez nous, tensions, crise humanitaire et enjeux diplomatiques marquent l'actualité internationale ce dimanche à Gaza. Un conflit frontalier en Asie, des négociations commerciales cruciales et des compétitions scientifiques. Voici un tour d'horizon sur l'actualité internationale signé Habib Faye. À Gaza, la situation humanitaire reste dramatique. 53 Palestiniens ont été tués en 24 heures malgré l'annonce par Israël d'une pause quotidienne des combats entre 10h et 20h. Le bilan est lourd, 129 personnes seraient mortes de faim ces dernières semaines selon des ONG, dont plusieurs nourrissons. Des largages aériens d'aide humanitaire ont été organisés par la Jordanie et les Émirats arabes unis, mais cela reste insuffisant pour 2 millions de déplacés.
La communauté internationale hausse le ton. En Australie, le premier ministre Anthony Albanese a qualifié le blocus de Gaza de violation de droit international, tandis que sa ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, l'a dénoncé comme moralement répréhensible. Des manifestations massives ont eu lieu dans les grandes villes australiennes pour réclamer une reconnaissance immédiate de l'État palestinien. En Asie du Sud-Est, les tirs d'artillerie se poursuivent à la frontière entre Cambodge et la Thaïlande. Bilan provisoire, plus de 200 000 personnes déplacées depuis le début des affrontements le 24 juillet. Des négociations de médiation doivent débuter demain en Malaisie, mais les deux armées continuent de s'affronter malgré les appels à un cessez-le-feu, y compris celui de l'ancien président américain Donald Trump. À Washington et Bruxelles, les négociations commerciales entrent dans leur phase décisive. Un accord de dernière minute est recherché avant le 7 août, faute de quoi des droits de douane de 93 milliards de dollars pourraient frapper les importations américaines dans l'Union européenne. Les experts du FMI mettent en garde contre une nouvelle flambée des prix mondiaux en cas d'échec. En Turquie, la défense a fait sensation en dévoilant le Gaza, un missile conventionnel de 970 kg, le plus puissant du pays, présenté à l'IDF 2025 à Istanbul. Côté science, l'Iran a brillé à l'Olympiade internationale de biologie en décrochant 3 médailles d'or et 1 d'argent, se classant 2e sur 81 pays. Retour chez nous en lutte, Bombardier tire sa révérence, surnommé le B-52 de Moore. Il a disputé son combat d'adieu contre Jackson Junior, marquant la fin d'une carrière légendaire de 30 ans. Le duel du double roi des arènes sénégalaises, très attendu, symbolise le choc entre expérience et relève populaire de Guédiawaye. Voilà. Fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Ça a été réalisé par Abib Faye, Pape Maguette Diakhaté, bien sûr Daoud Gueye, Jamil Si et Idrissa au montage. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.